Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler avec Mixer.sound. Autant dans la dernière vidéo, petit rappel, nous avions travaillé avec Mixer.music. Les deux appartiennent à Pgame, d'accord? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux. On en a déjà vu quelques-unes, mais là, on va vraiment voir toutes les différences. Et je vous ai également montré comment est-ce qu'on pouvait suppléer à une fonction manquante. Notamment ici, sur Mixer.music, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir le temps de notre musique, d'accord? On sait où il est en termes de position, donc on sait s'il est à 1 seconde, s'il est à 10 secondes, s'il est à 13 secondes, mais on ne sait pas effectivement combien dure notre fichier au total. Donc on a dû passer par un module extérieur qui s'appelle Mutagen. Donc jusqu'à là, pas de souci. Je vous invite à retrouver la vidéo précédente sur laquelle effectivement on a créé un petit lecteur MP3 pour vous montrer un petit peu et pour voir ce qui se passait, d'accord? Donc si je fais ça par exemple et que je fais lecture, mémoire vive. Je fais ça et vous voyez mon temps ici est bien de 1 seconde. Au total j'ai 14 secondes et il me reste 12 secondes ici. Vous voyez le temps défile, il n'y a pas de souci, ça fonctionne plutôt bien, très bien. Donc vous voyez que bon, pas de souci, on a géré ça la dernière fois, tout ce qu'il fallait faire avec la pause, avec tout ça. Bon, pas de problème jusqu'à présent. Passons à l'autre côté du miroir maintenant, qui est Mixer.sound. Alors avant d'y passer, évidemment, je vais vous parler un petit peu de Pgame. Pgame, c'est donc le module que l'on utilise pour lire le MP3. D'abord parce qu'il lit le MP3, hein, ce qui est plutôt rare dans les modules Pgame, enfin dans les modules de Python, d'accord? Il y a assez peu de modules qui lisent le MP3. Pourquoi? Parce que le MP3 est un modèle de fichier, on va dire, propriétaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des droits à payer dessus et tout ça. Voilà, donc puis ça demande la compression, la qualité n'est pas forcément au top, etc., etc. Il travaille beaucoup plus, par exemple, avec le FLAC ou avec le OGG, hein, ou avec le Wave surtout. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, ça fonctionne comme ça. Et ça pose aucun problème, d'ailleurs. Donc Pgame, lui, eh bien, il lit le MP3, et c'est pour ça que c'est plutôt pratique sur notre projet de cartoucheur radio, en fait, parce que ça permet de gérer pas mal de choses. Et donc, ils ont deux modules de son qu'on a déjà légèrement exploré. Le premier, c'est Mixer.music, et le deuxième, Mixer.sound. Il y a quelques différences entre les deux, alors je vous ai fait un petit tableau rapide, mais vous allez comprendre. Ici, sur Mixer.music, vous ne pouvez lire qu'un seul son à la fois. C'est-à-dire que quand vous chargez un son sur votre premier lecteur, si vous en avez 4 par exemple, vous chargez un son sur votre premier lecteur, vous faites play, ensuite vous chargez un son sur le deuxième lecteur, il ne se passe rien, tout va bien, vous faites play et ça va donc couper le premier son pour lire le deuxième. D'accord. Mais si vous refaites play sur le premier, ça va couper le deuxième pour lire le premier. Hein. Aucun problème. Ça veut dire qu'il ne peut lire qu'un seul son. Par contre, Mixer.sound, lui, va pouvoir lire plusieurs sons en même temps. Et donc ça, c'est plutôt appréciable et plutôt pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'animer. Ouais, salut, il fait beau, c'est l'été, profitez-en, bienvenue sur notre radio, détendez-vous, chaise longue, on est avec vous, piscine, on est avec vous, randonnée, on est avec vous, vacances, on est avec vous, et puis travail aussi, on est avec vous. Bref, enfin, vous avez compris le truc, etc. Puis d'un coup, vous accueillez un auditeur. Donc vous lancez l'auditeur, il n'y a pas de souci. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous lancez un jeu, par exemple. Donc là, hop, petit jingle sur le jeu avec nouveau tapis musical. Vous rajoutez des applaudissements, vous rajoutez des rires, vous rajoutez ce que vous voulez, peu importe. Tout ça peut se mélanger, ça pose aucun problème. D'accord? Donc vous voyez, c'est deux choses qui sont très intéressantes en radio. Une pour lire la musique, parce que de toute façon, on ne coupe pas les musiques et surtout, on ne lit pas deux musiques en même temps. Et puis l'autre, pour lire les habillages, les jingles, les FX, etc. Donc c'est pour ça que moi, j'avais utilisé celui-ci dans la création de notre projet. Ensuite, ici, dans Mixer.music, on a la position de lecture, le get pause. D'accord? Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo, comment récupérer l'information, savoir si le fichier est déjà à 1 minute de lecture ou à 30 secondes ou à 1 seconde, etc. Ça nous permet de gérer la pause. Ça nous permet aussi, et ça c'est plutôt cool, de gérer la durée et pas mal de choses de ce qui est déjà écoulé. D'accord? Par contre, ici, sur Mixer.sound, elle n'est pas là. Donc, on va devoir, et ça va être la vidéo du jour d'ailleurs, trouver comment est-ce qu'on va faire un get pause alors que ça n'existe pas. D'accord? Et puis ensuite, une dernière chose vraiment différente entre les deux, eh bien c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est la longueur du morceau. Alors, vous avez vu que sur Pgame Mixer.music, on n'avait pas cette longueur de morceau, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo précédente, on a dû passer par un module externe qui s'appelle Mutagen MP3, parce qu'il gère comme ça le son du MP3 en disant, tiens, dans ton MP3, la longueur est de temps, entre guillemets, il se sert un petit peu des infos même du fichier, d'accord? Par contre, vous voyez que sur Mixer.sound, ça existe, et c'est getLength, tout simplement, d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ici, on a une info
info qu'on n'avait pas la dernière fois. Donc on va pouvoir supprimer mutagène. Par contre, ici, on a une info qui nous manque alors qu'on l'avait la dernière fois. Donc il va falloir trouver un moyen de coder cette information. Et vous allez voir, en fait, en réfléchissant 2 secondes, ça se fait assez bien. Bon, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut réfléchir nous-mêmes, mais ça se fait assez bien. Alors, juste une petite parenthèse rapidement. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, Pgame n'a pas créé les mêmes choses pour ces 2 mixeurs? Eh bien, d'abord parce qu'effectivement, ça n'aurait eu aucun intérêt d'avoir 2 mixeurs qui fassent exactement la même chose. D'accord. Ensuite, eh bien, il faut savoir un truc, c'est-à-dire que Pgame, c'est fait pour créer des jeux vidéo en 2D à la base, d'accord? Donc quand vous êtes sur Python, vous pouvez faire tout plein de choses, vraiment tout, et ça c'est plutôt chouette. Et quand vous créez un jeu vidéo, par exemple vous prenez un Mario Bros ou un Tetris par exemple, eh bien vous avez donc le graphisme, mais ça on s'en occupe pas ici puisque nous on parle de son, mais vous avez de la musique, hein, vous savez tout touloulou, 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 cette petite musique un peu lancinante qui revenait comme ça en boucle, etc. Eh bien ça elle était faite à partir, par exemple si ça avait été fait à partir de Python, c'était fait à partir de mixer.music. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la musique, on pouvait la mettre en boucle, on n'avait pas besoin de la couper, on n'avait pas besoin d'en mettre 2, etc., etc. Donc, quand Pgame a dit je vais créer un moteur de création de jeux vidéo, une petite librairie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai besoin d'une musique que je puisse boucler autant de fois que je veux, d'accord? J'en aurais pas besoin de 2 qui se superposent. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je mettrais la possibilité de lire 2 choses, d'accord? Par contre, effectivement, j'aimerais bien que quand j'explose une ligne, par exemple, ou quand je perds, eh bien, j'ai un bruitage un peu particulier. Et donc, forcément, eh bien, j'ai besoin de pouvoir lire plusieurs sons en même temps. Donc, ils ont créé 2 choses totalement différentes. Sur le premier, par exemple, j'ai besoin, si vous mettez en pause le jeu, de récupérer la position de la musique, histoire qu'elle ne reprenne pas depuis le début. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de se retrouver à peu près dans l'ambiance où on était juste avant, de mettre la pause tout simplement parce qu'on a cliqué sur pause. D'accord? Donc ça a arrêté l'endroit précis du morceau et ça reprendra à l'endroit précis du morceau. Donc ça c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, on n'en a pas besoin puisqu'un bruitage c'est souvent quelque chose d'extrêmement court. Ok. Et ici, par contre, eh bien, on a une longueur de morceau. Non, on n'en a pas besoin puisqu'on le met en boucle de toute façon, généralement. Hein. Sauf si vous faites un jeu qui dure 3 minutes et que votre musique dure 4 minutes. Dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin de boucler ni quoi que ce soit. Mais dans le principe, vous n'avez pas besoin de la longueur du morceau puisque le principe même d'une musique dans un jeu, c'est que ça s'arrête jamais. Et enfin, ici, on se retrouve avec une longueur de morceau et on en a besoin. Pourquoi? Parce que si notre bruitage contient plusieurs parties, par exemple, je sais pas, d'accord, admettons que ça soit un seul bruitage, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer qu'une seule partie, par exemple en disant je veux que les 30 premières secondes, ou les 3 premières secondes, ou les 2 premières secondes de ce morceau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait besoin de cela. Voilà. Je pense que pour bien créer des outils, peu importe ce que vous faites après comme programme, quand vous télécharger un module, il faut essayer de comprendre comment ça a été créé et pourquoi ça a été créé comme ça. Et à partir de là, en fait, ça va se mettre bien dans votre tête et vous allez pouvoir clairement comprendre les choses. Alors, je suis désolé, ça a été un peu long, mais ça y est, on va y arriver. Donc maintenant, musique.mixer, plutôt mixer.music, c'est fait. On va passer à la suite ici. Fichier, on va l'appeler temps son, par exemple, .pi. Alors, je vais l'appeler sound. Comme ça, vous saurez que c'est mixer.sound, .pi. Ici, j'appuie et je colle. Donc ici, ça ne veut rien changer puisque jusqu'à présent, on travaille toujours avec mixer.music, d'accord, ici. Et donc, si je le refais, le code ici, c'est pas parce que j'ai changé de nom de fichier que ça devrait ne plus marcher, d'accord? Non, techniquement, ici, ça va bien marcher. Maintenant, on va passer à l'autre partie, donc mixer.sound. Alors pour ce faire, on va déjà supprimer quelques petites choses comme la pause. Par exemple, dans notre projet, on n'en avait plus besoin. Ici, donc, le bouton pause ne sert plus à rien. D'accord, on va laisser un petit espace là. Ici, pareil, on va supprimer. Magnifique. Et je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. D'accord, donc il y a des choses qu'on va pouvoir dégager, mais on le fera en temps utile. Alors, dans un premier temps, on se souvient qu'effectivement, quand on va chercher un fichier, d'accord, on fait fichier ouvrir. Très bien. Donc, quand on fait fichier ouvrir, est-ce qu'on a besoin de modifier quelque chose? Ici, on a tout simplement l'information qu'il nous faut. D'accord. Donc, nous, ici, on va récupérer notre nom de fichier avec son chemin d'accès dans fichier son. Ici, music.load, on n'en aura pas besoin.
tout simplement, parce que en fait, lui, mixer.sound ne fonctionne pas de la même manière. Hein. On l'a déjà vu, je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo là-dessus, c'était dans Play Stop P-Game, je crois, et j'avais effectivement fait une version pour musique et une version pour sound, d'accord? Donc ici, on va par contre, dans notre... Alors je vais la couper pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, dans notre bouton lecture, par contre, on va avoir besoin de lire l'information, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va tout simplement ici faire son, par exemple, d'accord, égal, donc mixer.sound. Et là, on va lui chercher le fichier que l'on veut lire. Donc, nous, c'est fichier son, d'accord, qui est déjà en global, donc ça va nous permettre de le récupérer bien évidemment. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir le lire tout simplement. Donc on va faire fichier, son tout simplement, on peut faire comme ça, .play, d'accord. Ou vous faites ça, ou alors, eh bien vous faites comme on avait fait la dernière fois. Ça je vous le montre parce qu'en tuto ça peut être pratique. Mixer.sound.play, et donc ici vous faites son. Tout simplement. Donc vous récupérez ici le fichier qui a été chargé et vous pouvez le lire. D'accord? Donc là, ça marche exactement de la même manière, hein, que vous fassiez directement son.play avec vos parenthèses et rien à l'intérieur, ou ça fonctionnera de la même manière. Ok? Donc une fois que c'est fait, il va nous lire le son. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse dans notre son, c'est de pouvoir récupérer l'information concernant notamment le temps, d'accord? Donc on va revenir ici et on va voir que le monde n'a pas tellement changé, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'à présent on se retrouve quand même avec quelque chose qui nous est familier puisque c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc on reprend ici, donc je lis mon son, très bien, il appelle la fonction temps, très bien, on arrive là, temps actuel. Alors sur mixer.music j'avais le getPos, d'accord? Chose que je n'ai pas du tout chez nous. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien il faut regarder un petit peu notre fonction qui existe déjà et se dire comment elle fonctionnait. On se souvient, on récupérait dans mixer.music l'endroit où était le fichier en lecture, donc par exemple à 1 seconde ou 10 secondes. Okay. Ensuite on convertissait, on allait chercher le global, donc le temps du fichier total. Ensuite on faisait des calculs d'apothicaire pour faire un compte à rebours, afficher le temps comme on voulait, tout ça. On affichait le temps directement dans notre label, ici, d'accord, et après on faisait ce qu'on appelle un label.after, donc ça veut dire qu'après un temps donné on réappelle une fonction précise, et là on réappelait donc la fonction temps, hein, on n'hésitait pas, on faisait de la récursivité. Donc ici on voit que déjà toutes les secondes on appelle notre fonction temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et là, si jamais vous avez suivi la formation, et notamment la formation sur les fonctions, vous savez que, et les boucles, vous savez que quand on fait ça, eh bien, on peut très bien, à ce moment-là, initialiser un simple compteur, et que ce compteur, on va l'agrémenter, on va l'implémenter à chaque fois, à chaque tour de boucle, pour avancer, augmenter les choses. Et donc, on pourrait très bien, ici, par exemple, dans notre programme directement, créer quelque chose qui s'appellerait, par exemple, temps son, d'accord, égal, vous lui mettez 0 pour que ça commence à 0, d'accord, et ici vous allez chercher temps son, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement, d'accord? Donc dans un premier temps, si je clique sur lecture, il lit, il charge mon fichier et il le lit, d'accord, j'appelle ma fonction temps, j'arrive ici et donc je fais temps actuel égale temps son. Premier tour de boucle, je suis donc à 0, donc pas de souci. Je fais tout ce que j'ai à faire, il affiche 0, je boucle à nouveau temps, d'accord? Sauf que temps son ici est toujours égal à 0, donc je vais devoir en fait implémenter, rajouter à chaque fois une valeur pour changer mon temps son ici. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, je vais la mettre ici, après l'affichage de mon temps, pour que au premier tour de boucle, il m'affiche bien 0 et non pas, par exemple, si je l'avais déjà fait là ou là ou là, 1. D'accord? Donc ici, on va faire temps son plus égale 1. Je vous rappelle que voilà, je vous rappelle que temps son comme ça, c'est temps son égale temps son plus 1. C'est-à-dire qu'on reprend
temps son et on lui ajoute 1, d'accord? C'est ce qu'on voit sur certains langages, par exemple on ferait temps son, je crois que en JavaScript, moi je fais ça en tout cas, temps son ++ par exemple, d'accord? Et donc là, ça prend temps son et ça lui rajoute 1, d'accord? Donc chacun choisit un petit peu comme il le veut. Et là, ça va fonctionner. Alors, vous allez peut-être me dire, mais tiens, pourquoi ton son ici, il est en blanc? Pourquoi il est en blanc alors qu'il est bien là? Ah, ça pose problème. Eh bien ça, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la locale. La locale et la globale, ce sont deux façons de définir une variable. Cette variable qui contient ma valeur 0 au départ, en fait, eh bien, elle n'appartient qu'à mon programme, d'accord? Mais là, en fait, chaque fonction est un petit peu une entité propre, d'accord? Dans laquelle je peux définir des variables. Par exemple, temps actuel, si je le nomme ici et que je l'utilise ici aussi, eh bien, en fait, temps actuel, les trois ne seront pas en relation, entre guillemets. Je pourrais très bien avoir une valeur de 7 ici, une valeur de 12 là, une valeur de 45 ici. Et en fait, eh bien, si je fais affiche temps actuel ici, il va me mettre 7, ici 12, ici 47. Donc, je ne sais plus dans quelle ordre j'ai fini les choses, mais vous avez compris le truc, d'accord? Ce qu'il faut, c'est le relier. Et c'est ce qu'on avait fait ici pour fichier son. On va faire un global, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on va lui dire que cette information, elle ne dépend pas que de temps, elle dépend de tout, d'accord? De tout ce qu'il y a dans le programme. Donc, il va aller chercher l'information la plus récente, entre guillemets, la modification la plus récente, d'accord? Donc, ici, effectivement, tout est bien relié. On voit que tout est bien devenu bleu, donc ça veut dire que effectivement, si je modifie ici 10, il m'affichera mon premier tour de boucle 10. Si je mets 0, il m'affichera 0, d'accord? Sauf que mon deuxième tour de boucle, du coup, si j'avais mis 10 ici, mon premier tour, il m'affichera 10. À mon deuxième tour, puisqu'on augmente de 1 à chaque tour, eh bien, il me mettra 11, 12, 13, 14, etc., etc. Mais ça, vous connaissez le principe maintenant. Donc là, on a déjà fait un grand pas en avant, c'est-à-dire qu'on a récupéré l'information qui nous manquait. On a le temps son qui défile. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je convertis mon temps? Souvenez-vous, quand on avait fait la vidéo précédente, je vous avais montré que le temps d'une seconde en informatique ne correspond pas à une vraie seconde. C'est une seconde et un petit peu plus ou une seconde et un petit peu moins. Tout simplement parce qu'en fait, ça dépend du traitement de l'information que vous faites subir à votre programme, mais aussi, et ça dépend aussi de la puissance donc de votre ordinateur. C'est pour ça qu'une seconde n'est pas tout à fait égale à une seconde. Et pour ça, on a utilisé un formatage grâce à la fonction time. D'accord? Sachez que là, on a donc pu convertir notre temps en secondes et nos minutes en minutes, etc., etc. Alors, on va le garder ici, même si le temps fait forcément 1 au tout départ, 2, 3, ce sont des chiffres ronds, tout simplement parce que, en fait, quand on va arriver à 60, 61, 62, eh bien, il faut qu'il m'affiche une minute 1, une minute 2. On est bien d'accord. Donc, dans ce cas-là, on va continuer de garder notre formatage ici. Parfait. Ici, fichier mute, MP3, fichier son. Alors, on pourrait le garder techniquement, mais en fait, ça sert à rien. C'est alourdir notre programme avec l'import ici de mutagène MP3 pour rien, puisque, en fait, on a déjà dans Pgame mixer.sound une fonction qui nous permet de récupérer ici la longueur. Donc ici, moi je vais supprimer cette valeur, elle n'a aucun intérêt pour moi. D'accord? Je vais supprimer ici également, et puis je vais supprimer ma petite ligne ici. Vous voyez, déjà on a fait pas mal de ménage dans notre programme. Alors ici, comment on va récupérer la longueur du fichier? Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a vu le tableau comparatif tout à l'heure, on s'est aperçu qu'on avait une fonction spéciale. Donc nous, notre son, il est dans son, d'accord? Et là, on va faire un get. Et vous voyez, il me propose length, tout simplement. Et ici, moi, je vais faire ma petite fonction d'appel. D'accord. Donc ici, ça veut dire que si mon fichier fait 3 minutes 40, ici, il va m'afficher 3 minutes 40 fois 60, entre guillemets. Parce que, voilà. Et donc ici, on va pouvoir tout simplement le formater de nouveau pour que ça fasse 3 minutes 40. Puisqu'ici, par exemple, si j'ai un fichier qui fait 190 secondes, eh bien, il va me dire, en fait... Arrivé ici, il fait 3 minutes 10, d'accord? Donc je pense que c'est important de formater les choses. Notre compte à rebours, on ne va pas le changer puisqu'on utilise toujours des variables ici. Ici, le time, on ne va pas le changer. Et là, on ne change rien, rien du tout, tout simplement. Donc là, techniquement, notre lecture ne devrait pas être trop mal. Bon, attendez, on n'a pas tout à fait fini non plus. Alors je voulais simplement modifier quelque chose. Par exemple, ici, mixer.sound. Donc on va le faire... sound.stop, d'accord. Donc là, ma lecture, elle est bonne. Là, ok. Donc on va faire un premier test pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. D'accord. Donc là, maintenant, on est à 100% sur mixer.sound. D'accord. Donc j'ouvre un fichier, n'importe lequel. On va ouvrir celui-ci. Très bien. On va faire une lecture. L'éphéméride, maintenant. Et donc on voit ici notre temps fonctionne.
Donc c'est plutôt bien, ça veut dire que ouf, oui, ça fonctionne. Si je fais stop, eh bien ça ne l'arrête pas, parce que visiblement j'ai fait une erreur dans mon code, mais ça c'est pas grave, d'accord. Mais ce qui pourrait être embêtant, c'est qu'effectivement si je ne l'arrête pas, il va continuer de compter les choses. Ok, très bien. Donc ici on va faire un mixer.sound et on va l'arrêter tout simplement. Alors ici on va faire une fonction stop, tout simplement, on va pas s'embêter. Ici dev stop. Parfait, et ici on va faire tout simplement mixer.sound. On va faire l'autre manière tout simplement, on va faire son.stop. Voilà. Hop, ici. Ah oui, j'ai un problème d'annotation. Décidément, problème d'annotation, on va se remettre là, et voilà. Ok, très bien. Alors si ici j'ai une erreur, c'est tout simplement parce que, en fait, son, je le définis ici, d'accord? Mais son n'appartient qu'à ma lecture ici. Donc je suis obligé de lui définir une globale en disant tout simplement global égale son. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les globales en général, parce que vous voyez là, on commence à avoir une globale ici, une globale là, on a des globales un peu partout qui sont en train de se créer, et là on n'a pas fini notre programme, d'accord? Donc là effectivement ça va marcher, puisqu'il récupère bien mon son ici. Donc on va vérifier bien qu'il éteint mon son si j'en ai besoin. D'accord, donc on va faire ça par exemple. Lapis. D'accord. Lapis. Donc il éteint bien mon son, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, tiens, ça c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai arrêté mon son et il continue de lancer, il continue de compter le temps, d'accord? Lapis smartphone. Donc j'ai bien un souci parce qu'effectivement il continue de compter mon temps. Et là je me dis, bah non, ça va pas, ça va pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça? Eh bien c'est tout simple, hein. On l'a déjà vu dans la boucle précédente, enfin dans la vidéo précédente, mais ici j'ai une boucle after, d'accord? Cette boucle after, elle me rajoute, donc elle attend une seconde et puis elle me lance temps, d'accord? Mais elle n'est pas conditionnée en fait au fait que j'arrête ici, d'accord? C'est-à-dire que lui, bah, elle s'en fiche parce qu'elle fait ses exécutions, elle réactualise le temps, etc., etc., etc. Donc bah, finalement, elle continue de tourner, même si le programme s'est arrêté, il n'y a pas de souci, d'accord? Il faut vraiment que je tue le programme, c'est-à-dire que j'appuie ici, d'accord, pour quitter mon programme définitivement, pour arrêter ma boucle, d'accord? Alors, il faut savoir que c'est pas dérangeant, puisque effectivement, on peut gérer cette manière voilà, pour que ça ne s'affiche pas, pour que ça ne se voit pas ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est vrai que ça va utiliser de la ressource. Si vous avez ça une fois, bon, une boucle qui tourne, bon, à la limite, pourquoi pas, mais si vous avez déjà 10, 12, 15 lecteurs, eh bien vous allez aussi perdre en performance au fur et à mesure et ça va épuiser votre ordinateur, d'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien, on va devoir utiliser une autre manière pour gérer justement ce petit problème qu'on n'avait pas avec l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait réglé notre problème avec une simple boucle. Bah non, ce serait trop simple. En réalité, ce qu'il faut lui dire maintenant, c'est que si le temps, par exemple, de tension, ou plutôt de tension conv, égale le temps de longueur fichier, dans ce cas-là, tu arrêtes de faire cette commande-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ou alors, vous pouvez avoir le choix, si le décompte ici, le compte à rebours est égal à 0, hein, notre temps qui décompte est égal à 0, dans ce cas-là, pas de souci, tu arrêtes de me relancer systématiquement temps. Et dans ce cas-là, ça va s'arrêter. D'accord? Donc vous voyez, c'est plein de possibilités, je trouve que c'est plutôt pratique. Alors comment on va faire ça? Bah, on va utiliser simplement une structure conditionnelle. D'accord? Donc on va le faire plutôt ici. Donc affiche temps, ça on va le garder, c'est certain. Et ici on va nous faire une structure conditionnelle. Donc on pourrait faire par exemple quelque chose comme if temps actuel, on va utiliser le converti, d'accord, mais après vous utilisez celui que vous voulez, il n'y a pas de souci, est égal à longueur, d'accord, ton fichier converti. D'accord, donc là effectivement si lui en augmentant au fur et à mesure il fait 1, 2, 3, 4 et que l'autre il s'arrête à 5 par exemple, bah, quand il arrivera à 5, ce sera bien égal à 5. Donc forcément, puisque les deux seront égaux, eh bien il va s'arrêter. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, eh bien on va juste ici par exemple imprimer un message tout bête, juste pour nous en console, hein, pour voir. On va faire par exemple c'est terminé. D'accord? Mais on va rien lui dire d'autre. Et de l'autre côté, on va faire un petit décoche ici, on va faire un else.
Voilà. C'est-à-dire que si jamais le temps qui passe n'est pas égal au temps total du fichier, eh bien, il me rajoute 1 et il continue sa boucle. Si jamais il arrive à une égalité, eh bien, dans ce cas-là, il dit c'est terminé. Dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne tout simplement. On va prendre, par exemple, tiens, un drone, ça va changer un petit peu. Donc on va attendre un peu parce que le problème, j'avais pas prévu qu'il fasse 7 secondes, je pensais que ce serait plus court. Voilà, je suis arrivé au bout et vous voyez 7 secondes égale 7 secondes, donc il arrête, il est sorti de ma boucle, il me met, c'est terminé. Donc là on a déjà réglé un gros problème. D'accord. Maintenant qu'est-ce qui se passe si effectivement j'appuie sur stop? C'est-à-dire qu'il va bien m'arrêter le son, mais il risque de me poser un problème. Eh oui, parce que du coup, là il n'y aura rien. Le temps ne sera pas le même pour ma boucle, d'accord? Je vous donne un exemple tout simple. On va prendre, tiens, ça par exemple. Ah, zut, c'est pas ça décidément. Eh ben oui, mais du coup, comme j'en ai pas rechargé un, eh bien il m'en faut un. Tac, ici, voilà, lecture. Chaque vendredi soir. D'accord? Vous voyez, là j'ai arrêté et mon temps continue. Donc il faut prévoir ça aussi. Eh oui, c'est l'inconvénient. Chaque vendredi soir, la météo du bout de la semaine. Et vous voyez qu'il y a un petit souci puisque là mon temps ne compte plus du coup, puisqu'effectivement lui, on va recommencer à 0 pour que vous voyez bien. Je vais devoir couper mon programme ici et recommencer. Voilà, on va se mettre au milieu. Ici, donc, je vais ouvrir mon fichier, n'importe lequel. Tiens, numéro 1 du jour. Hop, ici, je vais mettre lecture. Une date, un souvenir, c'est le numéro 1 du jour sur Bilic Radio. Ok, donc vous voyez ici, par exemple, eh bien, j'ai bien mon temps qui défile, d'accord, avec mon temps total et mon compte à rebours qui se fait. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, si j'appuie ici sur stop, ça continue. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans ma boucle, puisqu'effectivement, la condition pour qu'il ne soit plus dans la boucle, c'est que le temps actuel conv égale le temps du fichier conv. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important, parce que là, effectivement, il faut qu'on rajoute une condition supplémentaire, sinon on va avoir un souci. Alors, comment est-ce qu'on va lui dire? Est-ce que si le bouton stop a été cliqué, eh bien, tu arrêtes, d'accord? Et bien, dans ce cas-là, on va lui mettre une nouvelle condition et on va lui mettre une nouvelle fonction. Et du coup, on va devoir aussi, ici, à ce niveau-là, réinitialiser le compteur parce que sinon, si je refais lecture, vous voyez, une date. Je repars à 11 secondes. Ici, je repars et en fait, il est complètement perdu. D'accord? Donc, c'est là que ça pose problème. Donc, on va devoir gérer ça. J'espère que vous avez bien compris la problématique, mais sinon, de toute façon, on va la gérer. C'est pas un souci. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va tout simplement aller ici. On va lui créer ce qu'on appelle un flag. Enfin, moi j'appelle ça un flag, c'est un drapeau. En gros, on va lui dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et tu fais ci. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va faire ici, on va faire stop, comme on pourrait l'appeler, stop condition. Égale, et on va la mettre en true, par exemple. D'accord? Donc, ça veut dire que si je clique dessus, il va choisir de mettre stop condition, et stop condition, il va me la mettre en true. D'accord? Donc ici, je peux mettre if stop condition, donc deuxième fonction, donc and if stop condition, or, pardon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ça pourrait être les deux, mais c'est rare qu'on appuie pile poil au moment stop sur le 0. Mais de toute façon, il choisira l'une des deux dans ce cas-là. Donc là, c'est l'un ou l'autre. Donc ici, or, stop condition. Stop condition. D'accord. Et là, dans ce cas-là, égal true, du coup. Alors, du coup, ici, on n'aura pas forcément besoin d'avoir le égal. Je pense que comme ça doit faire... juste comme ça, en fait. On n'a même pas besoin. Hop, stop condition égale true. D'accord. Donc jusqu'à là, pas de problème. Ça veut dire que techniquement, quand je vais appuyer sur stop, il va transformer mon stop condition en true. Ici, il va regarder dans ma valeur temps à chaque fois qu'il va actualiser. Hop, il va retomber là-dessus. Il va dire, tiens, stop condition, c'est bien true, donc j'arrête. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, puisque je vous rappelle que vous fassiez comme ça ou que vous fassiez true, c'est pareil, d'accord? Si jamais c'est false, par contre, là, il faut obligatoirement préciser false, d'accord? Puisqu'il fallait choisir un des deux, ils ont choisi celle-ci. Très bien. Donc, nous, stop condition ici, on va avoir besoin d'aller le chercher, d'accord? Donc, dans ce cas-là, on va peut-être le mettre en global. Je le mets là ou je le mets là-haut? On va essayer là.
Je sais pas trop comment il va réagir, on verra bien, parce que je suis pas habitué à passer par les globales, puisqu'en fait, je trouve que c'est un peu fouillis, d'accord, on s'y perd un peu. Donc ici, stop, non, même pas. Je vais pas lui donner ici, je vais lui donner là, stop condition. D'accord. Ici, global stop condition, donc ça devrait plutôt bien se passer. Et ici, donc, on va lui définir un statut par défaut. C'est-à-dire que, mais en fait, il faut bien qu'à un moment, il ait un statut par défaut. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur lecture, par exemple, eh bien, en fait, il va arriver ici, donc il va lire son fichier son, il va rentrer dans temps, il va se dire, tiens, ok, je fais l'exécution du temps, tac, 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 j'arrive à ma condition. Donc, est-ce que le temps actuel est égal? Bah non, bah, pas pour le premier tour de boucle en principe. Donc, voilà. Ah, tiens, j'ai un OR ici, stop condition égale true. Ah ouais, mais comme j'ai toujours pas appuyé ici, lui, il peut pas savoir que stop condition égale true. D'accord, il peut, voilà, pour l'instant il ne le sait pas. Donc il faut surtout que je lui dise que stop condition à la base, eh bien c'est quelque chose qui se retrouve dans notre programme et qui est en false. Sinon, eh bien si jamais je l'active, il risque eh bien d'être coincé, d'accord, parce que si jamais il le reconnaît ici, il va se dire, ah bah tiens, il est en true, donc même si j'ai pas appuyé sur stop, puisque dans mon programme, le seul endroit où je l'ai, il est en true, du coup je l'arrête, d'accord. Donc ici on va faire stop condition égale false. Voilà. Et on voit que ici il a bien repéré, d'accord. Donc ça veut dire que ici, ce qui va se passer, et du coup ici je suis obligé de mettre aussi global stop condition. D'accord. Et voilà, là vous voyez, il est bien en bleu clair, donc ça veut dire qu'il l'a bien reconnu. Ok, très bien. Donc là maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ici on a récupéré notre information, on l'initialise au début de notre programme à false, normal, puisqu'on n'a pas activé notre stop. Très bien. Donc lui il fait son petit truc, et tant que c'est pas false, il continue, jusqu'à ce qu'il arrive soit à l'égalité parfaite ici, soit à un stop condition, et le stop condition lui donne en donnant stop. Et donc là, normalement, ça doit fonctionner de la même manière. Donc si on rouvre ça par exemple, ici, on va faire par exemple, n'importe quoi, ça par exemple, hop, c'est parti, eh bien, on fait lecture. Chaque vendredi soir, la météo du bout de la semaine. Vous voyez, j'arrête, et là, visiblement, il l'a pris en compte. Oui, si, c'est bon. Il restait peut-être un tour de boucle à faire, mais voilà, dans le principe, il l'a arrêté. Chaque vendredi soir, la météo du bout de la semaine. Par contre, vous voyez que ici, par exemple, eh bien, il n'a pas réinitialisé mon compteur. Très bien. Donc, dans ce cas-là, ici, on va lui dire tenson égale 0. Du coup, on le remet à 0. Comme ça, on est tranquille. Et on est parti. Donc là, on choisit quelque chose. Tiens, ça par exemple. Hop, ok, lecture. Donc ça fonctionne toujours bien. On a toujours nos informations. Ici, j'arrête. Il arrête bien. D'accord. Et ici, on est bien. Parfait. Si je fais lecture, il remet bien à 0. Donc tout va bien. Alors là, j'admets que j'ai quand même un petit bug, parce qu'effectivement, vous voyez, il ne reprend pas mon son. Alors pourquoi? Puisqu'effectivement, si on reprend notre programme, ici, on a la valeur actuelle convertie qui est égale à 0. D'accord? Donc je joue, je rajoute 1, donc ici, on a une seconde. D'accord. Donc je joue 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, parfait. Donc j'arrive ici, pas de souci. Très bien. Ensuite, une fois que c'est fait, j'appuie sur stop. Donc, je tombe ici. Très bien. Et donc, ici, je réinitialise mon temps son à 0. Très bien. Et quand je fais lecture, je retombe ici, je lis mon son. Ici, donc, j'arrive sur mes informations. Et donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est lui redonner... Voilà, tout simplement, un stop condition égale false, sinon ça ne marche pas. Égale false. Petit souci, sûrement lié d'ailleurs au fait que ce soit assez compliqué de faire un tuto, d'expliquer les choses et en même temps de faire ça. Mais là, ça va marcher du coup, puisqu'en fait, on redéfinit
false pour ici qui était passé en true quand j'ai appuyé sur play. Et donc là, ça doit fonctionner normalement sans aucun souci. Donc on ouvre n'importe lequel ici. Hop, c'est parti. L'éphéméride, maintenant. On va le laisser courir un petit peu. Voilà, 4, 6, tac, c'est parti. On est bien arrêté. On relance. L'éphéméride, maintenant. Et c'est parti, ça marche. Voilà, donc on a terminé pour ce petit programme, d'accord, en version mixer.music. Restez bien là, pensez bien à vous abonner parce que, eh bien, dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu comment on fait pour avoir plusieurs lecteurs, d'accord. C'est vrai que quand on va se retrouver ici, comme sur notre programme d'ailleurs, eh bien, on se retrouve avec un lecteur, c'est facile, mais quand on en a plusieurs, avec mixer.music ou avec mixer.sound, hein, les deux, eh bien, effectivement, on va se retrouver avec plusieurs lecteurs. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer ces différents lecteurs? Quelle est la meilleure façon? Quels sont les problèmes qu'on va rencontrer? Je pense que c'est important de voir ça. Ce sera dans la prochaine vidéo tout simplement. Alors, pensez à vous abonner, pensez à liker si vous avez aimé ou appris quelque chose et surtout, eh bien, pensez à partager cette vidéo. À tout bientôt.